en tissus, et il y a dans l'organisme 4 grands groupes de tissus. Tout d'abord, les tissus de soutien que l'on peut diviser en 2 parties, ceux où la substance fondamentale est liquide, et ça constitue les tissus conjonctifs, et ceux où la substance fondamentale est solide, et on va trouver dans ce groupe les tissus cartilagineux et les tissus osseux. Le deuxième grand groupe représente les tissus musculaires, avec 3 variétés de tissus musculaires, le tissu nerveux et le tissu épithéliaux, les tissus épithéliaux qui sont ceux que nous allons aborder en tout premier, avec là encore 2 parties, l'épithélium de revêtement et les épithéliums glandulaires. Donc nous allons d'abord aborder les épithéliums. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 grands groupes d'épithéliums, les épithéliums de revêtement, qui forment donc le revêtement des cavités de l'organisme et également la surface de l'organisme. Deuxième groupe, les épithéliums glandulaires, qui sont constitués d'éléments glandulaires. Ces éléments glandulaires peuvent être regroupés en véritables organes, exemple les glandes salivaires. Elles peuvent être associées à un épithélium de revêtement, et dans ce cas on va les trouver dans le chorion de l'épithélium, de la muqueuse, ou bien inclus entre les cellules de l'épithélium de revêtement. Nous allons commencer tout d'abord par ces épithéliums de revêtement, avec quelques définitions, en particulier concernant les types d'épithélium. Le premier appartient au revêtement cutané, c'est l'épiderme, et en dessous de celui-ci, on va trouver un derme et un hypoderme. Le deuxième, correspondant à ce que l'on appelle réellement l'épithélium, recouvre les cavités qui sont des prolongements de l'extérieur. Ça concerne les voies aériennes, le tube digestif, les voies urinaires et les voies génitales. Le troisième groupe correspond aux tissus qui forment la paroi des cavités closes, notamment l'appareil cardiovasculaire, et ces épithéliums portent le nom d'endothélium. Et on y rajoute une paroi qui correspond à la paroi de la cavité, des cavités cœlomiques, à savoir la cavité pleurale, la cavité péritonéale et la cavité péricardique, et cette paroi porte le nom de mésothélium. Alors ces épithéliums ont des caractéristiques bien précises qu'il est important de connaître. Tout d'abord, les cellules qui constituent un épithélium sont des cellules jointives, solidaires les unes des autres, accrochées les unes aux autres par des systèmes de jonction, correspondant tout à fait au système de jonction que vous avez pu aborder dans la biologie cellulaire. Ces cellules sont polarisées, c'est-à-dire qu'on distingue au niveau de chacune d'entre elles un pôle basal en contact avec une lame basale et un pôle apical directement en contact avec la lumière de l'organe qu'elle délimite. Ces épithéliums possèdent des cellules de renouvellement qui vont permettre d'assurer en permanence le remplacement des cellules de cet épithélium. Elles reposent sur un tissu conjonctif sous-jacent, elles en sont séparées par une lame basale, et dernière caractéristique, les épithéliums sont des tissus non vascularisés. Voici un exemple de cellules épithéliales, donc avec un pôle apical en contact avec la lumière, délimité très souvent par une membrane plasmique qui présente des différenciations, des microvillosités, des stéréociles, des cils vrais, etc. Elles sont jointives avec les cellules voisines par des onula occludens, des desmosomes, et le pôle basal est accroché à la lame basale par des hémidesmosomes, et de ce fait, le cytoplasme des cellules épithéliales contient un cytosquelette très abondant. Les fonctions de ces cellules épithéliales, c'est tout d'abord une fonction de protection vis-à-vis du milieu extérieur, protection qui va être assurée d'une part par une action mécanique grâce à la cohésion des cellules, et d'autre part une protection qui est de nature chimique et qui est assurée par le mucus élaboré par les cellules épithéliales. Deuxième fonction, c'est une fonction d'absorption qui va être d'autant plus importante qu'il existe des différenciations apicales, en particulier des microvillosités qui augmentent de façon très importante les surfaces d'échange. Troisième fonction, les mouvements grâce aux structures de surface, notamment grâce aux cils. Et enfin, des fonctions de réception
par des messages sensoriels qui vont être captés par la partie apicale des cellules sensorielles. Autre point important, c'est la classification morphologique des épithéliums. Cette classification, elle repose sur 3 critères. Tout d'abord, le nombre de couches de cellules que l'on va observer dans un épithélium. On parlera d'épithélium simple, quand il existe une seule couche de cellules, d'épithélium pluristratifié, quand il existe plusieurs couches, et on verra tout à l'heure qu'il existe une variété supplémentaire qui est l'épithélium pseudo-stratifié, où en microscopie optique, on a l'impression d'avoir plusieurs couches, mais en réalité, toutes les cellules ont un pôle basal qui repose sur la lame basale. Deuxième critère, la forme des cellules. On a des cellules plus hautes que larges, on a alors un épithélium prismatique ou cylindrique, des cellules de section carrée correspondant aux épithéliums cubiques, ou bien des cellules aplaties correspondant à des épithéliums pavimenteux ou encore endothéliformes. Troisième critère de classification, c'est la présence ou non de différenciation apicale des cils, des stéréocils ou plateaux striés, ou bien une différenciation de nature cellulaire comme la kératine. Plusieurs schémas, l'aspect que ces épithéliums vont pouvoir prendre. On voit en haut un épithélium pavimenteux simple avec des cellules aplaties, jointives bien sûr, un épithélium cubique avec des cellules donc aussi hautes que larges et un épithélium prismatique où les cellules sont beaucoup plus hautes que larges. La partie droite correspond à, pour la partie haute, un épithélium pavimenteux stratifié que l'on appelle encore épithélium malpighin, ayant été décrit par M. Malpighi, et en dessous, un épithélium pseudo-stratifié, où sur ce schéma, il apparaît nettement que toutes les cellules ont un pôle basal qui descend jusqu'à la lame basale, même si en microscopie optique et sur les lames réelles que vous aurez observées, cet aspect, ces prolongements sont beaucoup moins visibles. Alors on va commencer par l'épithélium pavimenteux simple, une seule couche de cellules, donc reposant toutes sur la lame basale, des cellules aplaties, pavimenteuses, et on peut trouver ce type d'épithélium pavimenteux simple au niveau de tous les endothéliums des vaisseaux, et donc sur toutes les lames que vous allez observer, vous pourrez visualiser ces endothéliums. Voici un exemple sur cette photographie, donc, d'artérioles visibles dans la partie externe des différents tubes que nous pourrons observer tout à l'heure. Ici, il s'agit de l'adventice de l'urtère. Et dans cette adventice de l'urtère, il est tout à fait possible de visualiser directement en contact avec la lumière de cet organe, de ce vaisseau, une couche pavimenteuse, assez mal visible, donc caractérisée par ces cellules aplaties, reposant sur une lame basale, et séparée de la média de l'artère constituée de cellules musculaires, dans la lumière des hématies bien sûr. Deuxième type d'épithélium, un épithélium prismatique, toujours un épithélium simple, une seule couche de cellules. Et vous pourrez observer cet épithélium prismatique qui présente des différenciations apicales sous la forme de stéréocils au niveau du canal épididymaire. Alors le canal épididymaire est un long canal pelotonné sur lui-même, situé autour du testicule et constitué donc d'une paroi formée de cellules prismatiques, une seule couche avec une différenciation apicale, je vous l'ai dit tout à l'heure, sous la forme de stéréocyle, c'est-à-dire de prolongements fins, sans cytosquelette à l'intérieur et battant dans la lumière de l'épididyme. Voici sur une coupe ce canal épididymaire, donc plusieurs sections du même canal, entourés les uns des autres par un tissu conjonctif vascularisé et délimités par une paroi, où il est tout à fait visible sur cette photographie de voir l'alignement des cellules constituant cette paroi, cellules plus hautes que larges, dont le noyau se trouve au niveau de la partie basale de la cellule. La lumière de cet épididyme est relativement large, occupée par des spermatozoïdes, et on voit très nettement au niveau du pôle apical des cellules la présence des stéréocytes. À plus fort grandissement, ces mêmes phénomènes apparaissent
La lumière est occupée par les spermatozoïdes et on voit ici donc très facilement les stéréociles. La partie basale de l'épithélium repose sur un tissu conjonctif vascularisé, comme on peut le visualiser ici par la présence d'ématies dans la lumière des capillaires. Troisième type, un épithélium prismatique, encore une fois, donc avec des cellules plus hautes que larges, simple, une seule couche de cellules, qui possède cette fois deux types différents de cellules. On a vu donc précédemment que l'épididyme n'avait un seul type de cellules, toutes les cellules sont identiques. Là, on peut observer deux types. C'est ce que l'on observe au niveau des villosités du jéjunum, avec des entérocytes, qui sont les cellules les plus nombreuses, qui possèdent au niveau de leur pôle apical un plateau strié qui correspond en microscopie électronique à des microvillosités, et parmi ces entérocytes, la présence de cellules caliciformes, qui sont des cellules à mucus, et qui vont élaborer un mucus qui va être déversé dans la lumière de l'intestin. Sur une coupe, on peut observer donc une coupe transversale de jéjunum. À faible grandissement, on va pouvoir observer les différentes parties de cette paroi. Pour mémoire, je vous rappelle les différentes parties de cette paroi. Tout d'abord, la partie la plus interne, directement en contact avec la lumière intestinale, c'est la muqueuse. Muqueuse qui est délimitée, qui dessine des villosités, qui est délimitée par l'épithélium sur lequel nous allons venir. Et ces villosités se prolongent en profondeur par la présence de glandes, qui sont les glandes de Libercune, qui sont séparées les unes des autres par le chorion sous-jacent, l'ensemble formant la muqueuse. Muqueuse qui se termine, qui est séparée de la couche sous-jacente par une muscularis mucosée, ou musculaire de la muqueuse, qui correspond à des fibres musculaires lisses, alignées, et donnant cette ligne grise qui apparaît assez bien visible sur cette photographie. La couche qui apparaît en vert avec une coloration de trichrome, comme c'est visible sur cette photographie, correspond à la sous-muqueuse. Ensuite, la couche la plus épaisse correspond à la musculeuse, musculeuse qui est formée de deux parties, une couche circulaire interne, une couche longitudinale externe, correspondant à des cellules musculaires lisses et ayant une fonction importante dans le péristaltisme donc, de cet intestin. Un plus fort grandissement centré cette fois sur les villosités intestinales montre ces villosités soit en coupe longitudinale, comme c'est le cas sur cette villosité située dans la partie supérieure de la diapo, ou bien coupée transversalement, comme ça apparaît au niveau de ces villosités ici. Villosités qui sont centrées par un axe conjonctif, dans la partie centrale donc, et recouvertes par l'épithélium, avec les deux types de cellules que je vous ai décrites, les entérocytes, au niveau desquels on voit assez bien le plateau strié dans la partie apicale, qui apparaît sous la forme de ce liseré plus dense, et les cellules à mucus qui sont matérialisées par le fait que la partie apicale de la cellule contient un mucus accumulé donc dans la partie apicale et ne prenant pas la coloration quand on a réalisé une coloration par un trichrome de Masson. Donc de ce fait, les grains de mucus de la partie apicale sont relativement bien faciles à identifier. Troisième type d'épithélium prismatique simple, cette fois c'est un épithélium prismatique, c'est-à-dire avec des cellules plus hautes que larges, simple, une seule couche de cellules, et cette fois encore deux types de cellules différentes, des cellules ciliées avec des cils vrais, ayant la caractéristique habituelle de ces cils formés par des doublés de microtubules, s'implantant dans la partie apicale de la cellule au niveau des corpuscules basales, généralement bien visibles, même en microscopie optique, et parmi ces cellules ciliées, la présence de cellules sécrétrices, qui sont des cellules dites intermédiaires, glandulaires, qui vont déverser dans la lumière leurs produits de sécrétion. Ce type d'épithélium est tout à fait visible au niveau de la trompe utérine, donc qui correspond tout à fait à cette description. Voici sur un faible grandissement cette trompe utérine
qui est formé par des villosités importantes que l'on appelle des franges, qui donnent de ce fait une lumière très découpée. Et autour de cette partie, donc une musculeuse, ce que l'on va pouvoir observer correspond donc à la partie épithéliale que l'on voit ici sur cette photographie, une frange, donc un épithélium formant des replis importants, reposant sur un tissu conjonctif, c'est toujours le cas, et constitué par donc, des cellules ciliées pour la majorité d'entre elles. On voit particulièrement bien les cils sur cette photographie, donc au niveau du pôle apical. On voit également bien le liseré formé par les corpuscules basaux de ces cils alignés au niveau du pôle apical, et donnant donc ce fin liseré foncé. Les cellules possèdent un noyau situé dans la partie centrale de la cellule. Et par endroits, on peut observer la présence des cellules glandulaires, qui sont des cellules plus étroites, dont le pôle apical monte dans la lumière et qui apparaissent généralement avec une coloration classique un petit peu plus sombre que les cellules ciliées. On en a fini avec les épithéliums simples. On aborde maintenant les épithéliums pavimenteux stratifiés. Et le premier exemple, c'est l'épiderme. Épiderme qui est donc pavimenteux, constitué de cellules de plus en plus aplaties au fur et à mesure que l'on monte vers la surface, stratifié puisqu'il existe un grand nombre de couches de cellules, et kératinisé puisque la partie la plus superficielle de l'épithélium correspond à la kératine. Alors on décrit classiquement 5 couches de cellules constituées par des kératinocytes. La couche la plus profonde correspond à la couche basale. C'est une couche qui repose directement sur la lame basale, qui est accrochée à cette lame basale par des hémidesmosomes. Et c'est à partir de cette couche basale que les cellules de l'épithélium vont se renouveler. Ensuite, plusieurs couches de cellules losangiques qui vont s'aplatir progressivement au fur et à mesure qu'elles montent vers la surface, et elles constituent ce que l'on appelle la couche épineuse, qui porte également le nom de stratum spinosum. Les dernières parties de cette couche épineuse se chargent de pigments de kératohyaline, ce qui constitue la couche granuleuse ou stratum granulosum, assez bien visible même en microscopie optique, et correspondant donc à la dernière couche de cellules possédant un noyau qui apparaît au niveau de cette couche granuleuse pycnotique, c'est-à-dire de très petite taille avec une chromatine très dense. Ensuite, la première partie de la couche cornée peut être inconstante, elle est surtout présente au niveau des épidermes très épais, c'est la couche claire, et ensuite la couche cornée formée de cellules remplies de kératine et ne possédant plus de noyau. Voici un épiderme tout à fait kératinisé, donc tel que vous pourrez l'observer sur les lames, avec la partie de l'épiderme correspondant aux 3 couches que je vous ai décrites, à savoir la couche basale, la couche épineuse et la couche granuleuse en surface, et au-dessus, la couche cornée, qui est très peu colorée sur cette photographie. En dessous, le tissu conjonctif sous-jacent qui correspond au derme, qui est un tissu conjonctif lâche, très vascularisé, et il est intéressant de noter que la limite entre l'épiderme et le derme n'est pas une limite plane, mais c'est une limite qui dessine des replis que l'on appelle crête épidermique et papidermique, qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Alors un fort grandissement qui montre ces différentes cellules, la couche basale qui apparaît dans la partie inférieure de la diapositive, qui est constituée donc de cellules grossièrement cubiques, possédant un noyau assez volumineux. La couche épineuse, où les cellules sont d'abord polyédriques et vont devenir de plus en plus aplaties, donc de plus en plus losangiques. Et la couche granuleuse, où l'on peut voir au niveau du cytoplasme de ces cellules de très nombreux grains de kératohyaline. Et on aperçoit dans la partie supérieure de la diapositive donc la couche claire
qui est constitué de cellules anucléées. Sur la microscopie électronique de la partie droite de la diapositive, on peut observer la mise en évidence de la kératogyaline répartie dans le cytoplasme de ces cellules granuleuses, et sur la partie basse de la photo, la mise en évidence des filaments intermédiaires qui signent la présence de très nombreux desmosomes qui sont répartis tout autour des cellules de cet épiderme et qui accrochent les cellules entre elles et assurent une cohésion très importante. Donc de très nombreux desmosomes situés au niveau de prolongements cellulaires qui viennent au contact des prolongements cellulaires des cellules voisines et donc qui s'accrochent l'une à l'autre par ces desmosomes. Ces prolongements cellulaires portent le nom en microscopie optique d'épines de Schultz. Un plus fort grandissement sur la jonction dermo-épidermique. Jonction dermo-épidermique qui forme, je vous l'ai dit tout à l'heure, des replis avec une alternance de papidermique et de crête épidermique. Les deux sont solidaires l'une de l'autre, accrochés par des hémidesmosomes. Et ces hémidesmosomes ont un rôle important en pathologie, puisque dans certaines pathologies, ces hémidesmosomes peuvent être altérés, peuvent être rompus, et il se produit un décollement de l'épiderme qui peut être catastrophique dans certains cas. On arrive maintenant aux épithéliums pavimenteux, stratifiés toujours, mais non kératinisés, c'est-à-dire que l'on va retrouver une accumulation, un grand nombre de couches de cellules, des cellules basales cubiques, des cellules intermédiaires polyédriques et des cellules superficielles aplaties. C'est ce que l'on peut trouver au niveau de l'œsophage. Œsophage, donc, qui a une fonction de protection vis-à-vis des aliments et qui est constitué donc d'un grand nombre de couches de cellules accrochées les unes aux autres, également par des desmosomes. On peut observer cet épithélium donc au niveau d'une coupe qui a été réalisée chez le chat. On retrouve les différentes couches constituant cet épithélium, bordant la lumière œsophagienne qui apparaît ici, qui est une lumière découpée. Donc plusieurs couches, une couche basale qui est assez bien visible dans la partie profonde, une couche constituée par les cellules losangiques et une partie de cellules granuleuses qui contiennent, parce qu'il s'agit d'une coupe de chat, un petit peu de kératine dans la partie la plus superficielle, mais cette kératinisation n'existe pas chez l'homme, bien entendu. Le chorion sous-jacent est très vascularisé. On voit en effet un grand nombre de capillaires et d'artérioles dans ce derme, dans ce tissu conjonctif, l'ensemble constituant donc la muqueuse œsophagienne. On arrive maintenant aux épithéliums pseudostratifiés, et l'exemple est l'épithélium de la trachée, c'est-à-dire correspondant à l'épithélium respiratoire que l'on va trouver à partir de la partie postérieure des fosses nasales jusqu'aux bronches. Cet épithélium est pseudostratifié, c'est-à-dire qu'il existe à son niveau des cellules dont le pôle basal repose sur la lame basale, mais dont le pôle apical se termine à différentes hauteurs. Toutes les cellules n'ont pas un pôle apical qui atteint la lumière respiratoire. Cet épithélium possède des cellules basales, cellules de petite taille, appliquées contre la lame basale, qui vont assurer le renouvellement de l'épithélium, des cellules intermédiaires qui sont en cours de différenciation des cellules matures, et des cellules matures qui sont soit des cellules ciliées, possédant au niveau de leur pôle apical des cils frais, qui vont avoir un rôle important dans le balayage de tout ce de l'air inhalé. Et parmi ces cellules ciliées, la présence de cellules caliciformes à mucus, qui vont avoir un pôle apical qui s'ouvre dans la lumière respiratoire.
Alors on peut observer cet épithélium donc au niveau d'une coupe de trachée, comme c'est visible sur cette photo. La lumière de la trachée est dans la partie haute de la diapositive. L'épithélium, avec un grandissement qui ne permet pas de voir l'organisation pseudo-stratifiée de cet épithélium, on devine simplement le mucus dans le pôle apical des cellules à mucus qui apparaît bleuté. Un chorion sous-jacent, un chorion qui est très vascularisé et qui contient des glandes des glandes séromuqueuses qui vont s'aboucher au niveau de la lumière en traversant, dont le canal excréteur va traverser l'épithélium. En dessous, une structure que l'on verra ultérieurement qui correspond au cartilage de la trachée, cartilage qui a un rôle important puisque c'est grâce à lui que la béance de la lumière est assurée. Et puis, en dessous de ce cartilage, un tissu adipeux que nous verrons également dans les séances suivantes. En microscopie électronique, cet épithélium respiratoire montre bien l'aspect pseudo-stratifié, puisque l'on retrouve les cellules basales. On peut observer des cellules intermédiaires qui sont en train de s'orienter soit vers des cellules à mucus, soit vers des cellules épithéliales, ciliées, et puis des cellules matures, avec en particulier, dans la partie centrale de la diapositive, une cellule caliciforme, avec une partie basale effilée, ainsi qu'un noyau triangulaire et une partie apicale plus épaisse, plus élargie, contenant des grains de mucus. On termine avec l'épithélium pseudostratifié polymorphe que l'on va observer au niveau des voies excrétrices urinaires. Ces épithéliums portent également le nom d'urothélium, avec trois types de cellules différentes. Les cellules basales, identiques aux cellules basales des épithéliums précédents, c'est-à-dire grossièrement cubiques, situées dans la partie basale, contre la lame basale. Des cellules à pôle apical arrondi et à pôle basal effilé, qui s'insinuent entre les autres cellules. Et ces cellules portent le nom de cellules en raquette. Elles sont intermédiaires, leur pôle apical est situé dans la partie moyenne de l'épithélium. Et enfin, le troisième type de cellules correspond aux cellules les plus superficielles, qui sont des cellules recouvrantes, qui peuvent être plurinucléées, dont le pôle apical s'étale au-dessus des précédentes et dont le pôle basal s'insinue également entre les cellules situées en dessous. Épithélium donc polymorphe, qui a la particularité de se modifier. Les cellules de cet épithélium peuvent avoir une forme différente en fonction de l'état de remplissage de la vessie. Voici un urtère en coupe transversale, la lumière de l'urtère qui est découpée et qui est bordée par l'épithélium pseudo-stratifié. À ce grandissement, on voit essentiellement les noyaux des cellules de l'épithélium situés donc à différentes hauteurs. En dessous, un chorion et enfin une musculeuse qui possède plusieurs couches et
qui intervient également dans l'émission de l'urine. Dans la partie la plus externe, une adventice, c'est-à-dire un tissu conjonctif contenant un grand nombre de vaisseaux au niveau desquels il est facile d'observer l'endothélium. Voici un plus fort grandissement de cet épithélium pseudostratifié polymorphe. Les cellules recouvrantes sont situées en périphérie. Elles possèdent un cytoplasme étendu. Elles possèdent également des microvillosités au niveau de leur pôle apical. En dessous, les cellules en raquette et puis des cellules basales dans la partie la plus profonde, reposant sur un tissu conjonctif sous-jacent.